Il est 8h37 sur RMC et BFM TV. Bonjour Stanislas Guerini, Bonjour. Ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci d'être sur RMC et BFM TV ce matin. On a plein de questions à vous poser, notamment sur la rentrée scolaire. Est-ce qu'il va vraiment y avoir un professeur devant chaque classe? Mais d'abord, je voudrais revenir sur la rencontre entre Gérald Darmanin et les syndicats de police. Le ministre de l'Intérieur qui dit comprendre leur colère et leur fatigue, mais qui leur demande aussi de ne pas oublier le sens de leur mission. Ça veut dire que la récré est finie, si j'ose l'expression. C'est ce que ça veut dire qu'en tout cas, ils doivent reprendre le travail et vite. Je ne crois pas que ça soit comme ça que les policiers voient les choses. C'était pour eux pas une récréation. C'est pour eux un mouvement de colère, de grande lassitude, parfois d'incompréhension aussi. Elle a été entendue et vous dites qu'il faut reprendre le travail. Face à une situation et parfois un débat public qui attaque les policiers, qui les remet en cause systématiquement. Et donc, il faut d'abord, avant tout, soutenir le travail des policiers. Vous savez, moi, j'aurais jamais de double discours vis-à-vis des policiers. Quand, avec le ministre de l'Intérieur, on a pu aller à leur rencontre, à leur côté, voir des policiers blessés dans le cadre de leurs fonctions, parfois avec des individus face à eux qui veulent tuer du flic, parce que cela existe, eh bien, on sait la difficulté du travail des policiers. Donc moi, j'ai une absolue certitude que les policiers, ils ont le sens du devoir. Ils savent que la population a besoin d'eux. Et donc je suis absolument convaincu il faut reprendre le travail. Ils reprendront le travail. Et ils ont été hier reçus par le ministre de l'Intérieur. Ils ont été reçus par le ministre de l'Intérieur, qui les a écoutés, qui les a, je crois, compris, comme il le fait depuis 3 ans. Vous savez, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les sapeurs-pompiers, ils savent qu'ils ont à la tête du ministère de l'Intérieur un ministre qui est extraordinairement engagé à leur côté, qui les défend, qui défend leur honneur, qui défend les moyens qui sont les leurs pour travailler, qui défend aussi leurs conditions de travail, qui défend leur rémunération. Ils savent qu'ils peuvent compter sur le ministère, qu'ils peuvent compter sur le gouvernement pour pouvoir les défendre et les protéger. Vous évoquez les pompiers et les gendarmes. On ne voit pas de mouvement similaire chez les pompiers ou chez les gendarmes. Hier, Gérald Darmanin évoquait des chiffres, moins de 5% de grévistes. Dans d'autres corps de métier, on a connu cela et ça ne provoque pas l'émoi que ça a provoqué pendant une semaine avec l'embarras qu'on a pu sentir au sein du gouvernement. Il y a une spécificité de la police dans le rapport entre gouvernement et... Moi, je fais le constat depuis une semaine qu'il faudrait quasiment que chaque responsable politique choisisse son camp. C'est très marquant. On peut défendre les policiers. Je le fais sans ambiguïté, avec intensité, comme je l'ai toujours fait, comme le ministre de l'Intérieur, comme l'ensemble du gouvernement a toujours fait. Défendre l'institution judiciaire, défendre le lien entre la police et la jeunesse. J'étais hier avec des policiers qui encadrent des jeunes pendant les vacances, qui font un travail absolument formidable. On n'a pas en République à choisir son camp. Et j'ai l'impression ces derniers jours que défendre les policiers ou comprendre l'émotion suscitée quand on voit les vidéos, la vidéo d'Eddie qui a été blessé, ce jeune homme de 22 ans à devoir choisir son camp. Défendre la République, ça n'est pas choisir un camp, c'est défendre les règles de la République. Sans choisir un camp, moins de 5% de policiers en arrêt maladie ou qui ont refusé d'aller travailler. Moins de 5% des policiers à l'arrêt. Mais ça suffit à ébranler le gouvernement. Naïla Latrousse, vous voyez, c'est la démonstration de l'importance du travail des policiers. Quand les policiers font le choix de se mettre en retrait, bien ceux qui trinquent, c'est les plus pauvres, c'est les plus précaires, c'est ceux qui ont eu le plus besoin de cette institution et de la police. Et c'est souvent dans les quartiers populaires qu'on a besoin de la police. Donc oui, le travail des policiers est central, indispensable dans notre société. Et c'est donc pour ça que quand ils se mettent en retrait, ça a des conséquences immédiates. Et à ce titre, ils disent il faut des spécificités dans notre traitement, y compris par la justice. Est-ce qu'il leur faut un statut particulier, comme ça existe d'ailleurs pour les militaires? Les militaires, dans le cadre de leur fonction, ils ont une juridiction spécialisée. D'abord, je crois que pas les policiers. Il faut, dans ces moments, particulièrement des moments de grande tension, rappeler des choses simples. L'état de droit. Le président de la République l'a fait dans la plus grande clarté. En République, nul n'est au-dessus des lois. C'est le premier principe. Le deuxième principe... Ils ne le contestent pas, ils disent qu'il faut que la loi reconnaisse de notre façon spécificité. Très spécifique, puisqu'ils ont formulé des propositions au ministre de l'Intérieur. Deuxième principe, c'est que nul n'est en dessous des lois. C'est celui de la présomption d'innocence. Il doit s'appliquer à tout citoyen et singulièrement aux forces de l'ordre. Le troisième principe, puisque c'était important, c'était au fond dans le débat public, c'est la séparation des pouvoirs. C'est l'indépendance de la justice. Elle a parfois été mise en cause. Elle doit s'appliquer, cette indépendance-là, et défendre ces institutions de la même façon. Ce n'est pas, encore une fois, choisir un camp. On y perd toujours
quand on donne le sentiment qu'il y a ou d'un côté la justice ou d'un côté la police. On peut défendre l'un et l'autre. Spécificité de leur mission, il faut faire évoluer la loi. Les policiers ont formulé des propositions. C'est aux responsables politiques de pouvoir les entendre. Ils ont formulé des propositions, notamment sur la protection fonctionnelle. Moi, je considère, pour l'ensemble des agents publics, qu'on peut peut-être encore améliorer les choses sur cette protection fonctionnelle. De quelle façon? Je rappelle, en gros, c'est comment est-ce que les policiers sont aidés par l'institution quand ils sont face à la justice. Comment on peut améliorer la protection un fonctionnaire, singulièrement un fonctionnaire de police, soit quand il est incriminé, pour l'accompagner dans une procédure judiciaire, soit quand il est lui-même victime d'attaques. La protection fonctionnelle, c'est aussi pour protéger, pour défendre un policier, un fonctionnaire ou des ayants droit. Je pense qu'on peut encore améliorer la situation. Vous savez, moi je suis très marqué, indépendamment des policiers, moi je suis ministre de la fonction publique, de l'ensemble des fonctionnaires, de voir à quel point les fonctionnaires qui sont en première ligne, c'est le cas d'évidence pour les forces de l'ordre, mais c'est le cas aussi pour tous les agents qui sont derrière des guichets, c'est le cas pour les agents qui sont dans des hôpitaux, dans des écoles, vivent des agressions aujourd'hui qui sont d'une intensité chaque jour davantage. Nous avons vécu des drames, des fonctionnaires ont été assassinés encore dans cette ces derniers mois. Et donc, je formulerai avec mes collègues du gouvernement des propositions pour pouvoir mieux protéger les fonctionnaires, les agents publics de notre pays. Je pense qu'on peut le faire sur la protection fonctionnelle, faciliter son déclenchement, qu'il soit plus immédiat. Parfois, ça se joue dans des conditions pratiques. Améliorer la protection fonctionnelle pour les ayants droit, c'est-à-dire parfois la famille des fonctionnaires qui peuvent être menacés, incriminés. Faire en sorte, par exemple, qu'une administration puisse porter plainte en lieu et place de l'agent qui a été agressé immédiatement, même quand il n'y a pas eu de dommages matériels sur une administration. Vous voyez, il y a aujourd'hui des dispositifs qu'on peut améliorer et le gouvernement travaille, nous sommes encore réunis cette semaine, à pouvoir formuler des propositions pour améliorer les dispositifs de protection des agents publics, parce que ce sont eux qui sont en première ligne, qui rendent les services publics. Nous l'avons vu encore avec les violences urbaines il y a quelques semaines. Stanislas Guerini, il y a un principe dans la fonction publique, c'est le devoir de réserve. Il s'applique notamment, par exemple, je reste sur ma comparaison, pour des militaires à qui il est demandé, il y a 2 ans, lorsqu'une tribune a été signée par des militaires, la ministre des Armées a demandé des sanctions en disant qu'il fallait respecter ce devoir de réserve. Est-ce que Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, sort de son devoir de réserve lorsqu'il exprime des positions que certains jugent politiques? C'est un grand fonctionnaire et il fait sa mission à la tête de la police nationale. Mais il faut être très clair, c'est aux responsables politiques de formuler des propositions, et d'évolution éventuellement de la loi. Et c'est aux parlementaires de la voter. Ce n'est pas Frédéric Vaux. S'il y a des choses à améliorer dans le statut des policiers, je crois que je viens de vous dire des choses suffisamment précises sur, par exemple, la protection fonctionnelle, c'est aux responsables politiques, à la tête des institutions, de proposer des évolutions de la loi et toujours aux parlementaires de la voter souverainement. Est-ce qu'un fonctionnaire peut utiliser l'arrêt maladie, comme le font des centaines de policiers, pour exprimer un mécontentement? Il ne faut pas se tromper des Nelly Latrousse. C'est un débat important, c'est l'argent des Français, Stanislas Guerini. Il y a une colère, une lassitude des forces de police que je crois que chacun peut comprendre. Et d'ailleurs, la population française ne se trompe pas sur cette question-là. Elle soutient sans ambiguïté, majoritairement, massivement, la police qui la protège au quotidien. Et moi, je n'aurai jamais de double langage. Vous ne parlez pas d'arrêt maladie de complaisance, par exemple? Les policiers, comme ça peut être évoqué il y a quelques semaines, quand a été annoncé un plan de lutte contre la fraude sociale. Clairement, c'était leur façon de se mettre en retrait face à une émotion, à une colère. Il faut qu'ils puissent reprendre le travail. La population française a besoin d'eux. Ils ont été reçus par leur ministre, ils ont été écoutés par leur ministre. Et j'ai pas de doute que parce qu'ils ont le sens de l'intérêt général, de la continuité du service public. Je crois qu'elle anime chacun des fonctionnaires de ce pays. Ils reprendront le travail. Donc il n'y a pas de volonté d'aller contrôler ces arrêts maladie particulièrement. Encore une fois, leur mission qui est précieuse au service des Français. Un mot, l'avocat d'Eddy que vous évoquiez, le jeune homme de 22 ans, a regretté l'absence d'un mot de compassion de l'exécutif à son encontre. Est-ce que ce matin vous dites, moi j'ai de la compassion pour Eddy? C'est plus que de la compassion. Moi, quand j'ai vu la vidéo de ce jeune homme, je n'ai pas été ému. Je pense que cette vidéo, elle restera gravée en moi, dans chaque personne qui a visionné ces images. Un jeune homme qui a perdu un bout de son crâne, dont la vie sera irrémédiablement changée. Tout ce qu'on peut imaginer en voyant cette vidéo, c'est
d'abord de lui souhaiter de la force, du courage pour reprendre le cours de sa vie, adresser aussi des mots et des paroles à sa famille, il l'a mentionné lui-même, elle l'entoure aujourd'hui, et puis souhaiter que la vérité, que la justice soit faite dans l'affaire qui le concerne très directement. Je crois que c'est ça que la République lui doit, au fond, et doit à chacun des citoyens français. Et dire cela, encore une fois, ce n'est pas, comme je l'ai trop entendu dans le débat public, parler contre les policiers, parler contre l'institution. Je crois que l'institution, elle mérite aussi que la justice puisse avancer et faire son travail. Ce que dit l'institution aussi, c'est qu'elle manque de bras pour accomplir un certain nombre de missions. Les policiers qui ont rencontré Gérald Darmanin hier réclament plus d'hommes. Sauf que il n'y a jamais eu autant de départs parmi les forces de l'ordre, sans même parler d'augmenter les recrutements. Comment pallier cette hémorragie? Comment l'arrêter? Il faut dire les choses très directement. C'est vrai des policiers et c'est vrai dans la fonction publique. Moi, j'en ai fait ma première priorité. Il manque du monde partout. C'est l'attractivité de la fonction publique. À l'école, dans la pénitentiaire. Beaucoup d'employeurs ont des difficultés à recruter. C'est vrai dans le privé, c'est vrai dans le public. Mais c'est encore plus vrai dans la fonction publique. Et c'est, moi, mon combat principal. Mais ça veut dire qu'il faut en passer par des contractuels? C'est la raison pour laquelle, d'abord, il faut considérer qu'il y a une partie de la réponse qui doit se situer sur la fiche de paye. Moi, c'est la raison pour laquelle je me bats pour obtenir des moyens, pour revaloriser la rémunération des fonctionnaires de ce pays. Sur la paye du mois de juillet. Bien davantage, en réalité, pour les fonctionnaires les moins rémunérés. Moi, j'ai obtenu cette année qu'on puisse avoir une enveloppe salariale qui soit équivalente à ce que nous avons fait l'année dernière. Ça sera 3,5 milliards d'euros sur la deuxième partie de l'année, plus de 6 milliards d'euros l'année prochaine, sur la fiche de paye consacrés à revaloriser. Vous voyez, pour les fonctionnaires qui sont au début de leur rémunération, c'est-à-dire les moins bien rémunérés, ça sera des augmentations de plus de 7%, entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024. Donc c'est plus d'une centaine d'euros pour des fonctionnaires qui sont en début de grille. C'est-à-dire ceux qui ont pris l'inflation, pardon pour l'expression, mais en pleine face, de plein fouet. Parce que l'inflation, elle reste moins forte que dans les autres pays européens, mais elle est là. Et qui comparent et qui disent particulièrement là l'électricité augmente sur les produits beaucoup plus, de première nécessité. Oui, mais les fruits et légumes de 7%. Sûr, vous avez raison. Les fournitures scolaires sans doute de 10%. Et vous dites 7%, ça ne compense pas. Mais moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix dans les propositions que j'ai soumises à la Première ministre, qui les a activées, de pouvoir concentrer nos efforts justement sur les plus faibles rémunérations. Parce que vous mentionnez une augmentation générale de 1,5%. Effectivement, les plus hautes rémunérations dans la fonction publique comme ailleurs, elles sont moins impactées par une augmentation de l'électricité parce que dans le panier, ça coûte moins dans le budget d'un ménage, ça a moins d'importance. Mais pour quelqu'un qui est au niveau du SMIC ou un petit peu au-dessus du SMIC, oui, la conséquence est très forte. Et donc c'est la raison pour laquelle les plus hautes rémunérations, elles augmenteront que de 1,5%, mais les premiers niveaux de rémunération dans la fonction publique, ça sera en rémunération fixe de plus de 7%. Et je ne m'arrête pas là, puisque à la rentrée, considérant justement ces difficultés de pouvoir d'achat, j'ai fait le choix de pouvoir verser pour environ la moitié des fonctionnaires une prime de pouvoir d'achat. Elle sera de 800 euros. Elle sera versée à la rentrée pour les fonctionnaires les moins bien rémunérés et elle ira jusqu'à 300 euros brut, jusqu'à 3 250 euros de rémunération. Donc vous voyez, je pense qu'une première partie de la réponse, c'est de ne pas regarder à côté quand on parle fiche de paye. Mais ça ne suffit pas. Où est-ce qu'on trouve les professeurs? Partie de la réponse, c'est aussi... Pardon, je le dis d'un mot, mais c'est une façon de vous répondre, y compris sur les professeurs, dans les conditions de travail, les conditions d'organisation du travail, le logement des fonctionnaires, la santé au travail, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'adaptation du temps de travail. Mais là, vous me parlez de chantiers tous ces éléments-là. Et il y a une promesse qui est pour la rentrée, qui est un professeur devant chaque classe à la rentrée. Oui, bien sûr. Comment on fait? Il manque combien de professeurs aujourd'hui? Et où est-ce qu'on trouve les remplaçants? Vous voyez, l'année dernière, il manquait 4000 professeurs quand on a regardé les choses à la fin de l'année, le différentiel entre le nombre de professeurs qui étaient dans le budget et puis au fond, ceux que nous avons réussi soit à garder, vous avez bien raison, ou à attirer dans la fonction publique. Donc c'est un immense chantier sur lequel mon collègue Gabriel Attal est extrêmement engagé. C'est à la fois un chantier d'attractivité, des mesures très importantes ont été prises. 2 milliards d'euros pour la rémunération fixe, inconditionnelle des professeurs. 1 milliard d'euros supplémentaires pour ceux, justement, qui s'engageront dans des missions. Et notamment, c'est une partie de la réponse, pour pouvoir mieux remplacer
à l'école. C'est un chantier qui est absolument primordial, central. Mais l'an dernier, vous dites qu'il manquait 4000 professeurs. Il en manque autant à l'heure où on se parle. Nous avons fait justement les choses pour pouvoir accélérer les recrutements. Et comme le président de la République l'a indiqué, comme la première ministre, comme le ministre de l'Éducation nationale l'a indiqué, à la rentrée, il y aura un professeur dans chaque classe. C'est l'engagement que nous prenons et c'est le travail quotidien que mène mon collègue Gabriel Attal et que nous menons tous pour aussi, je le disais, pas regarder à côté des sujets, revaloriser la rémunération, repenser aussi plus globalement l'attractivité des métiers. Stanislas Guerini, votre collègue Éric Dupond-Moretti saura aujourd'hui s'il est renvoyé devant la Cour de justice de la République. En fait, il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. J'explique en 2 mots. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Est-ce qu'on peut être ministre de la Justice et être soi-même en prise avec la justice? Vous voyez, la première partie de notre entretien, pour moi, a consisté à dire de respecter l'indépendance des institutions, l'indépendance de la justice. Je ne vais pas, l'instant d'après, commenter une procédure en cours, y compris si elle concerne un collègue du gouvernement. Ça ne pose aucun problème politique. Je n'ai pas de doute sur la probité, mais je ne commenterai pas, en tant que membre du gouvernement, une affaire en cours. Je crois que le garde des Sceaux est engagé, lui aussi, dans un formidable chantier de modernisation, de revalorisation aussi de la justice, de recrutement. Il fait un travail absolument essentiel et formidable pour la justice de notre pays. Je souhaite évidemment... C'est un justiciable comme un autre, même s'il est ministre. Mais les procédures doivent s'appliquer et les membres du gouvernement n'ont pas à commenter les affaires de justice en cours. Pardon, ça peut parfois être frustrant pour vous, peut-être pour ceux qui nous écoutent, mais je crois qu'en République, il faut avoir une boussole et respecter quelques règles du jeu. Merci Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.